Merci beaucoup. J'avais prévu justement. Bonjour à tous nos partenaires, ceux qui sont là. Bonjour collègues aussi d'être présents. Comme l'a dit Raissa, on m'appelle Hack. Je suis dans l'équipe IBF Move, justement chargé de ces matching funds là sur les aspects financiers, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler de la finance, des questions administratives et financières, bien sûr, et peut-être des challenges qui sont à venir. Et nous restons toujours ouverts pour la suite. Donc voilà, on peut commencer. Passer au prochain slide. Au du jour, on va parler des spécificités du contrat, du format du contrat, du modèle de budget au stade de la note succincte. Ça, c'est très important à préciser. Un exemple pour vous orienter un peu et on va parler de l'éligibilité des coûts. Je pense que c'est un peu ce qui nous captive le plus et on va en parler. J'espère qu'on aura assez de temps pour cela. Ça marche. Spécificité des matching funds, que nous appelons à l'interne les IDPP. Vous allez rencontrer ces mots-là et on va vous les clarifier tout de suite. Les fonds compétitifs de contrepartie, ça vous concerne si bien. On a essayé de relever certaines conditions les plus importantes et si vous devez vérifier ces conditions-là justement avant d'appliquer, il est très important. Et si vous avez besoin de clarification sur des points, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, comme l'a dit ma collègue Raissa, ou voilà, on peut toujours en parler aussi par mail. Si vous êtes une société privée enregistrée qui cherche à financer un projet avec des objectifs de développement, très très important, votre idée de projet a un résultat de développement direct et un caractère d'utilité publique. Et ces points vont peut-être vous expliquer plus tard certaines de nos règles concernant le transfert de matériel, concernant d'autres choses que parfois, ce n'est pas évident de comprendre. Mais vous êtes aujourd'hui, si vous décidez d'appliquer à ce fonds un partenaire au développement de la GIZ, avec la GIZ justement, pour ces projets que vous allez soumettre vous-même. Le bénéfice de votre entreprise peut être un sous-produit, mais pas l'objectif principal, droit des associations sans but lucratif. Voilà. Vous avez la capacité de couvrir au moins 50% pour le cacao, le maïs et le bétail et au moins 60% pour l'anacarde de la valeur totale du contrat. Ça veut dire qu'il s'agit de votre contribution. 50% pour ces filières dont je cite là, le cacao, le maïs et le bétail. Et quand vous décidez de soumettre un projet dans l'ANACAD, il faut penser à une contribution à 60%. Et j'attire déjà l'attention que cette contribution peut être en numérique comme en nature, mais bien sûr, en fonction du choix, il y a des règles justement de budgétisation et d'estimation de coûts. Vous ne souhaitez pas soutenir directement et uniquement votre activité principale avec cette opportunité de financement. Vous êtes basé dans un pays membre de l'EACPS, très important, parce que justement, c'est une des conditions de financement. Vous avez identifié au moins un partenaire du consortium avec lequel vous souhaitez coopérer dans le cadre de ce projet. Cela voudrait dire, dans le cadre justement de synergie d'action et de développement aussi d'autres acteurs, il est important que vous venez, voilà, à deux au moins, et ça permettra en fait justement de mieux mettre en œuvre le projet, de mieux vous accompagner aussi de partager un peu les synergies. Ça, c'est l'aspect technique. Je crois que mes collègues techniciens en ont déjà parlé. On va évoluer. Les IDPP, désolé, c'est plus simple de l'appeler en anglais qu'en français. PDISP, ça c'est le nom en français. Et en fait, c'est un peu comme ce que nous appelons dans notre jargon habituel les PPP, tout simplement. Avec bien sûr des règles propres à la GIZ, mais voilà, c'est un peu ça. Un secteur privé avec des objectifs, un secteur public ou des fonds publics que nous représentons bien sûr en tant que GIZ, nous nous accordons justement sur des objectifs communs et pour impacter justement le développement de notre localité ou par rapport à nos acteurs ou nos parties prenantes. Les IDPP, là je précise encore, est un projet commun et formalisé entre la GZ et plusieurs entreprises privées. Très important. Si vous n'êtes pas une entreprise privée, en général, nous avons d'autres outils pour cela, pas les IDPP. Avec un contrat, bien sûr, il s'agit d'un partenariat entre partenaires égaux qui poursuivent ensemble un objectif commun. Ça, vous voyez déjà le schéma qui l'exprime un peu.
Ça vous permet d'avoir une idée. On doit avoir bien sûr un but commun. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous invitons justement à soumettre pour que nous essayions de voir dans les objectifs que nous avons comment ensemble nous pouvons mieux impacter ce développement-là. Les IDPP peuvent être conclus sous la forme d'un accord de coopération ou d'un accord de mise en œuvre. Oui, l'accord de coopération, comme le nom le dit aussi, c'est sans de flux financiers. On s'entend sur ce que chacun a dit, à faire, pardon, et puis voilà, chacun fait son rôle et on se réunit souvent à des moments donnés pour discuter de l'évolution des activités. Mais il y a l'accord de mise en œuvre qui est quand même celle, en tout cas, je vais dire celui pour lequel nous avons lancé l'appel actuellement. Et là, il y a une contribution financière qui est versée justement aux partenaires, et j'en parlais tout à l'heure, 50% pour les filières cacao, maïs et autres, et puis 60% pour le cajou. Et cette contribution-là, c'est votre contribution, cela, et nous, on va verser justement 40% en tant qu'organisation pour le cajou, bien sûr, et 50% pour les autres filières. Et ça, ce sera versé chez vous. Et une fois versé, vous avez le package, bien sûr, que vous allez contribuer aussi, soit en numéraire, soit en nature. Et avec cela, vous allez réaliser le projet que nous allons suivre et évaluer avec vous à la fin. Voilà, les accords de mise en œuvre, comme je le disais, c'était l'objectif un peu de l'appel à candidater, de l'appel à projet. Et donc, l'entreprise doit mettre en œuvre le projet de manière indépendante. Voilà, c'est vous qui êtes le lead du projet. Les contributions de l'entreprise privée peuvent être en espèces ou en nature, je le disais tout à l'heure. Un auditeur externe doit certifier les coûts. Ça, c'est par contre très important. Voilà, c'est un aspect lié justement à l'utilisation des fonds publics que nous utilisons pour impacter le développement à travers des acteurs privés. Il faut un auditeur justement pour certifier qu'il n'y a pas justement, qu'il y a bonne gestion, qu'il n'y a pas financement pour fausser justement la concurrence. Et donc, pour ces raisons-là, il était très important qu'on s'accorde à un auditeur. Un auditeur, vous allez le comprendre, que vous allez recruter vous-même. Et nous comptons sur la déontologie justement de ces corps de métier-là pour nous certifier les coûts et nous permettre justement de continuer. Voilà, le modèle de budget au stade de la note sur scène. C'est très important, je crois que ça a été une discussion aussi en interne. Et pour moi, j'aimerais vous dire simplement, ne soyez pas étonnés après si un autre formulaire vient. Et en ce moment, si vous recevez un autre formulaire, sachez que vous faites partie des personnes qu'on a retenues. Donc, pour le moment, on a juste besoin d'avoir une idée sur vos coûts, comment c'est organisé. Et avec cela, nous pourrions... je crois qu'il y a quelqu'un qui a le micro allumé. Quelqu'un qui aurait ça oublié. Je vais voir si je peux... Voilà. C'est bon. Donc, désolé, voilà les différentes lignes budgétaires que nous avions. Les frais du personnel, les coûts de prestataires de services, les frais de voyage, les équipements. Et comme vous le savez, bon, en tout cas, c'est très important pour nous que les équipements restent en dessous de 30% du coût total. Et faites attention aussi à ce que vous voulez mettre dans les équipements. Les équipements, c'est tout ce qui est durable dans l'organisation et amortissable. Lorsqu'il s'agit de fournitures ou des éléments qui ne sont pas amortissables et qui sont du genre, je vais vous donner un cas, vous voulez par exemple faire un projet de production du maïs, les semences ne sont pas des équipements, les éléments de fourniture, les gants et autres qui vous permettent de faire le travail ne sont pas des équipements. Donc, il faut éviter de charger la ligne là, il faut plutôt les mettre dans les autres coûts. Voilà, les audits aussi sont dans les autres coûts. Bon, voilà, ici on l'a séparé, mais dans le formulaire, vous verrez que vous aurez à les mélanger. Et c'est très important qu'on ne les sépare ici, ça va nous permettre de savoir un peu la limite que vous avez planifiée pour les audits. Donc voilà, on a le pourcentage entre la partie privée et justement la partie publique qui est la GIZ. Et une fois que vous précisez le pourcentage, automatiquement, justement, les coûts se répartissent. Les pays d'opération, oui, on peut aller, ça va. Pays d'opération, ça c'est un exemple du Bénin avec une valeur de projet de 100 millions de francs CFA, pas de consortium. Des consortiums, ça dit vous, votre part
consortium confondu, ça veut dire toutes les parties du consortium confondues, 50%. La part des concessions doit être d'au moins 50%, comme je le dis. Toutes les lignes budgétaires doivent être divisées par la part convenue au préalable. Toutes les lignes budgétaires. Ça, c'est très important. Il n'est pas possible que la GIZ paie entièrement une ligne budgétaire, par exemple les coûts de formation, et le partenaire l'autre, dans l'accord de mise en œuvre. Ça, c'est en rouge exprès, parce que ça fait objet justement de malcompréhension, parce que les gens pensent parfois qu'il suffit juste que je contribue au budget global à 60%. Si vous avez des avantages, on en bénéficiera ensemble. Si vous avez des difficultés, on les vivra ensemble. Tous les coûts, toutes les lignes budgétaires sont réparties au prorata retenu. Voilà. Ça, c'est un peu le fichier et on va vous montrer tout à l'heure où est-ce que vous pouvez télécharger tout ça. C'est des documents qui vous permettent justement d'anticiper, de préparer votre budget. Nous, ça nous donne juste un aperçu pour prendre la décision de continuer ou pas. Voilà, ici, on a le coût. Et comme le formulaire le dit, seules les parties en vert sont à remplir. Ne vous dérangez pas à modifier une partie voilà, qui n'est pas en vert. Vous mettez les montants. Et une fois que vous mettez les montants, vous avez les différentes lignes budgétaires que j'ai présentées tout à l'heure. Et là, vous mettez les coûts. Bien sûr, en franc CFA, on a pris le cas du Bénin, donc obligatoirement, on est dans le franc CFA. Et vous répartissez ici, en fonction des membres du consortium, les différentes contributions. Et ça nous permet de calculer, vous-même, vous avez en bas ici le pourcentage qui est là. Et avec ça, vous joignez à votre offre et ça nous permet simplement d'estimer, voilà, exactement tous les autres. Et vous avez les coûts totaux ici à la fin. Vous avez la part de la GIZ et vous avez les coûts totaux. Et retenez toujours une chose, quand vous faites cet exercice-là, toutes les lignes budgétaires seront réparties entre nous. Si vous décidez de faire une formation et que le taux est 60-40, vous allez payer 60, nous allons payer 40. Si vous avez une location de véhicule, vous allez payer 60, on va payer 40. Donc, il ne faut pas penser peut-être que parce que, voilà, même l'audit d'ailleurs, pour auditer les coûts, vous allez payer 60 et on va payer 40. Voilà un peu comment ça marche pour ceux qui sont à 50-50. Et c'est d'ailleurs même l'avantage de cet outil, parce que vous contribuez réellement au développement. Il ne s'agit pas vraiment de, voilà, vous levez des fonds. Oui, vous allez lever des fonds, mais vous allez effectivement contribuer au développement en fonction du projet que vous-même vous souhaitez soumettre à la GIZ. On peut avancer. Voilà, donc les coûts éligibles. Ça, tout est basé sur ça, en fait, à la fin. Nous avons un guide, justement, au moment opportun, vous le verrez, et qui clarifie un peu tout ça. Seuls les coûts directs sans majoration peuvent être couverts. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous prenez les lignes comme le salaire, vous ne pouvez pas, en plus du salaire, prétendre d'un coût supplémentaire. Je vais donner quel exemple? Prime de risque, des trucs, en fait, qui sont exogènes à la mise en œuvre du projet, les ajouter. Par contre, si vous avez des trucs, désolé si je dis ça comme ça, si vous avez des coûts qui sont directement liés au salaire, et ça veut dire, je veux parler par exemple de certains avantages légalement acceptés dans le pays d'intervention, vous pouvez les ajouter et calculer le coût. On va vous montrer comment ça se calcule, parce que là, malgré que ce sont des salaires, nous avions besoin que vous estimez le coût par jour. C'est très, très important. Que vous estimez le coût par jour. Ce n'est pas par mois, même si vous pouvez payer par mois, mais vous devez estimer dans le budget par jour. Les coûts éligibles sont les suivants: rémunération des salariés, honoraires, frais de voyage, coûts de matériaux, équipements, coûts des biens d'équipement et autres coûts. Autres coûts, bien sûr, on vous parlait tout à l'heure des audits, certains ateliers, certaines séances de sensibilisation, et ainsi de suite. Les coûts non éligibles sont les frais de vente et de distribution, y compris les frais de publicité. Très important. Taxes professionnelles communales. Ça, c'est des choses que vous aurez payées de toutes les manières, avec ou sans le projet. Coût de la recherche et du développement indépendant. Ça passe pas non plus. Veuillez consulter l'annexe 3. Justement, c'est le guide dont je parlais et je vais vous présenter tout à l'heure comment cela se télécharge. Voilà. Rémunération des salariés de votre entreprise, frais du personnel, niveau des coûts principaux. Nous avons besoin de taux journaliers, je le disais tantôt, avec des CV prévisionnels prévus.
Voilà, il est très important parce qu'une fois qu'on a le coût par jour, on a besoin de savoir s'il y a surestimation ou sous-estimation. Et pour cela, rappelez-vous toujours que nous gérons à la GZ des fonds publics. Et nous n'avons aucun droit avec ces fonds publics de fausser la concurrence sur le marché. Donc nous devons faire attention, ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas pour vous déranger, mais nous devons justifier que justement nos fonds contribuent sincèrement et objectivement au développement et non à favoriser un privé qui va justement fausser la concurrence sur le marché. Raison pour laquelle, voilà, ces outils ont été développés et nous vous appelons sincèrement, s'il y a des malcompréhensions, des points qui ne sont pas clairs, posez les questions ici ou n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Je crois qu'il y a une équipe qui sera là pour vous répondre. Voilà le cas d'un employeur qui paye 20 000 euros, cotisation sociale 1 500 euros, bonus saisonnier 500 euros. Bonus saisonnier, ça doit être un bonus légalement accepté dans le pays, pas quelque chose que vous avez décidé parce qu'il y a un nouveau projet qui vient. Et ça va faire objet de discussion et de clarification. Taux journalier, vous faites la somme, vous divisez par les 220 jours qui sont les jours légalement acceptés, en fait, on peut dire ça comme ça, entre nous, 100 euros par jour. Utilisez des chiffres annuels, un an équivaut à 220 jours de travail, ce qui signifie un maximum de 303 jours de travail pour ce projet de 18 mois. Voilà. Veillez à également inclure les éventuelles augmentations de salaire car elles ne peuvent pas être augmentées rétrospectivement. Très important. Il arrive que vous planifiez déjà durant la période de mise en œuvre que votre collègue ou votre employé va évoluer. Il faut le prévoir maintenant. Et vous mettez ça dans la somme, la estimation prévisionnelle de, voilà. Et une fois que c'est mis, vous divisez toujours par 220 jours pour avoir le coût journalier. Si ça venait après, c'est clair, ça ne va pas être rétrospectif, ça c'est clair, mais ça va demander aussi un avenant de toutes les manières, même si vous voulez le prendre vous voulez que ça prenne effet immédiatement, ça va prendre du temps à notre niveau. Nous avons des procédures parfois assez lourdes et nous vous demandons si c'est possible d'estimer dès maintenant les éventuelles augmentations. Voilà, je peux avancer. Prestataires de services externes au niveau des prix de marché. Cela inclut tous les contrats avec des sous-traitants ou des entreprises externes, par exemple, voilà, des formateurs, formatrices, animateurs, animatrices d'ateliers. Les experts peuvent être listés individuellement ou regroupés dans un pool. Le profil des exigences techniques des experts doit être décrit. Ça, c'est souvent décrit dans le projet. Dans le projet, vous devez le décrire. Les procédures d'attribution doivent être documentées. Oui, les procédures d'attribution, quelque chose de très important pour l'auditeur, justement. Et ça, vous allez voir ça dans les guides, vous allez voir ça dans nos procédures. Production et impression de matériel pédagogique, prestation de services de conseil, frais de transport. Tous ces éléments sont des prestations externes. Par contre, les prestations de services externes doivent être convenues avec l'équipe de la GZ et 3 offres doivent être remises par expert lors de la phase de passation de marché. Très, très important. Ça, c'est nos procédures de mise en concurrence, tout simplement. Et il y a des tiers, on va en parler tout à l'heure. On peut avancer sur la présentation. Les frais de voyage et billets d'avion. Éligibles à des taux maximum et à des fins fiscales, mais ne doit pas dépasser les taux forfaitaires standards de la GIZ dans le pays concerné, tels qu'ils sont applicables à la date de signature de la convention. Informations fournies sur demande. Je sais, c'est normalement, vous n'avez pas accès à nos taux, mais si vous avez des taux inférieurs, on est preneur. Pourquoi? Pour des questions de durabilité. Il ne faut pas aussi que vous preniez des taux trop élevés, que le staff, sur 18 mois, soit habitué à certains taux et que vous voudrez, parce que le projet est fini, réduit. Ça casse le moral et ça, ce n'est pas notre objectif en tant que GIZ d'impacter négativement votre équipe. Donc, utilisez les taux que vous avez l'habitude d'utiliser. S'ils sont inférieurs, s'ils sont supérieurs, malheureusement, pour des raisons fiscales liées à la GIZ, nous ne pourrons pas payer plus. Et ça nécessite qu'on en discute à l'interne et voilà, on peut vous fournir ces informations à tout moment. Seuls les billets d'avion en classe économique sont éligibles, pas de classe économique supérieure ni de classe d'affaires. Croyez-nous, c'est valable pour nous aussi à la GIZ, c'est pas que pour vous. C'est l'argent du contribuable, comme je le dis, c'est l'argent des fonds publics et ça demande une certaine exigence, une certaine rigueur en matière de gestion. Voilà. Pour des matériaux, équipements et des biens d'équipement, ne
ne pas dépasser, bien sûr, 30% du budget total absolu de 50 000 euros. Ça, c'est les conditions. L'approbation de la GIZ est nécessaire pour les produits agrochimiques ou les médicaments. C'est clair. Aucun terrain ou bâtiment ne peut être acquis en totalité dans le cadre de ce contrat. C'est très important aussi. Ça, ce sont des règles liées à nos financements, la GIZ. Transfert à une organisation d'intérêt public ou de secteur public à la fin du projet. Ça, c'est la partie que je sais que les partenaires n'aiment pas entendre, mais je vais quand même le dire. C'est très important. Rappelez-vous, je vous avais dit dans ma présentation que nous contribuons ensemble au développement. Lors du contrat, on nous demande qui sera le bénéficiaire final des biens et équipements qu'on a achetés. Je parle qu'on a acheté, je précise bien. Lorsqu'on achète le bien et l'équipement à l'état neuf, il est censé être transférable à un bénéficiaire final. Ça peut être vos associations de paysans, des fermiers, comme vous le voulez, mais c'est une décision que nous pouvons prendre au démarrage du contrat ou une décision que nous devons prendre avant le dernier rapport du contrat et le clarifier par écrit et vous opérez bien sûr le transfert avec les formulaires adéquats. Mais s'il s'agit, et là j'insiste, s'il s'agit d'un bien que vous voulez garder après le projet, c'est possible, mais dans ce cas, vous ne pouvez pas nous facturer les coûts d'acquisition, vous allez nous facturer l'amortissement du projet ou son utilisation pendant la phase de mise en œuvre du projet. Juste pour être plus clair, parce que je sais que ce point est quand même assez important, si vous avez une machine, on décide d'acquérir une machine et vous dites très tôt, dès maintenant, que non, cette machine, vous voulez la garder. Nous n'allons estimer dans le budget du projet que l'amortissement. Une fois que l'amortissement a été budgétisé comme coût, vous nous dites, OK, la machine, elle va servir à notre projet à 50% et les autres 50% du temps de travail de la machine, elles vont être affectées à nos activités habituelles parce que vous devez continuer quand même à travailler de toutes les manières. Et dans ce cas, l'amortissement global ne sera pas éligible, seul 50% de cet amortissement sera éligible. Très, très important. Et ça, c'est des discussions qu'il faut élaborer dès le départ. Sinon, ça ralentit le projet parce qu'après, il faut changer le budget, il faut faire des avenants. Et c'est pour ça que vous devez avoir un contrôle parfait de votre projet et un contrôle de l'évolution de votre projet sur les 18 mois. Reste dans l'entreprise privée, seul l'amortissement. Voilà, j'en parlais tout de suite. Si l'entreprise possède déjà l'équipement et souhaite l'utiliser pour le projet, un taux d'amortissement pendant la durée du contrat peut être estimé et le taux peut être inclus dans le budget. Approvisionnement en bétail, des explications sur la manière de garantir le bien-être des animaux doivent être fournies. Ça, je pense que vous devez l'imaginer. Si vous travaillez dans les questions de livestock, des questions de bétail, je pense que vous devrez savoir ça et c'est très important. On peut avancer. Les coûts de matériaux, équipements et des biens d'équipement, seuls les amortissements effectués pendant la durée du contrat peuvent faire l'objet d'un remboursement. Et je peux même préciser encore pendant la durée du contrat et pour le contrat. Dès que vous déviez de cela, l'auditeur peut le voir, il peut l'estimer, il va discuter avec vous et il va anticiper. Et là, il va rendre inéligible la partie qui n'a pas servi pour le projet. Exemple de machine de traitement de maïs. Prix 10 000 euros. Achat pendant la phase du projet, 100% utilisé pour le projet. Ce pourcentage-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, très important. Taux de dépréciation, le taux d'amortissement 5 ans. Et ça aussi, j'aimerais insister sur ça. La plupart des machines sont d'un taux d'amortissement de 5 ans avec la GIZ, sauf les machines IT, les appareils informatiques et autres qui sont de 3 ans. Mais ça, c'est à discuter toujours avec nous. Si vous pensez le contraire, peut-être à cause de la nature du matériel ou quelque chose, voilà, qui vous fait penser que votre machine plutôt a une période d'amortissement de 10 ans ou de plus. On va en discuter et trouver le juste milieu. Chaque année, jusqu'à la fin du projet, des coûts de 2 000 euros peuvent être déclarés sous la rubrique autres coûts. Je crois que vous avez compris ce que nous ne mettons pas. Ces coûts d'amortissement-là, c'est très, très important. On peut avancer. Autres coûts, y compris les coûts de formation, tous les coûts liés à la formation pour les petits exploitants agricoles, par exemple, le lieu de transport, l'impression, voilà, ainsi de suite. Voilà, pour les bâtiments, s'il en a été convenu ainsi, dépenses liées aux essais pilotes et aux parcelles de démonstration,
coût de l'audit qui ne doit jamais dépasser 3 500 € par audit. Veuillez prévoir 2 audits dans le cadre de ce projet. Coûts de fonctionnement liés au projet, par exemple location de bureaux et autres, sont à mettre dans les autres coûts. Et même la location de bureau, quand vous prenez ce genre de coût, vous devez estimer la part de cette location pour le projet. Ça veut dire, si vous avez un local où vous mettez en œuvre ce projet et qu'en même temps, vous avez vos activités propres, vous devez estimer en temps ou en nombre avec une clé de répartition qui sera discutée avec vous. Et une fois qu'on s'accorde sur le taux ou la valeur ou le prorata du projet dans l'utilisation de votre local ou d'autres éléments que vous partagez dans le cadre de ce projet, on l'applique simplement à la valeur locative. Cette valeur locative qui est une valeur que nous allons évaluer et valider avec la GIZ du pays, qui connaît mieux bien sûr que nous, qui sommes au Ghana, mais si c'est au Ghana, tant mieux, on va en discuter. Pour ceux qui sont dans d'autres pays aussi, bien sûr, les collègues. Et là, une fois que c'est estimé, on calcule le prorata et cela est précisé dans le contrat et ça ne fait pas objet de discussion lors des audits. On peut avancer. Les lignes budgétaires peuvent être dépassées de 10% et au maximum de 2 500 €. Ça, c'est 2 conditions obligatoires. Ça veut dire que ce n'est pas une ou l'autre, c'est les deux. Si vous atteignez 10%, vous stoppez, à condition que les 10% n'excèdent pas 2 500 €. Ça veut dire, laissez-moi vous donner un exemple, vous avez une ligne budgétaire qui fait 10 000 €. 10% de 10 000 €, ça me fait 1 000 €. C'est inférieur à 2 500 €. Mais ce n'est pas parce que c'est 1 000 € que je vais dire, OK, je peux encore pousser jusqu'à 2 500 €. Parce qu'au-delà de ces 1 000 €, vous dépassez les 10% et un des critères est déjà atteint et vous stoppez. Parce qu'un des critères est déjà atteint, vous arrêtez. Sinon, tous les coûts supplémentaires seront inéligibles. Et si c'est nécessaire pour vous, il suffit de nous contacter et on va devoir procéder à un avenant de contrat tout simplement. Les nouvelles lignes budgétaires peuvent être ajoutées au coût du projet, mais l'approbation de la GIZ sous la forme d'un avenant, bien sûr, au contrat est nécessaire. Déclaration semestrielle obligatoire des coûts à la GIZ afin de recevoir d'autres paiements. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est le site web où vous allez, je crois que quelqu'un a mis le lien, Ania, je crois, voilà, où vous pouvez vous y rendre pour télécharger, avoir énormément d'informations sur les matching funds. C'est toute une rubrique. Hein. Voilà, vous avez exactement le dernier appel à candidature. Vous avez énormément d'informations. Vous avez les documents que vous pouvez télécharger aussi. Et vous pouvez mieux comprendre de quoi nous parlons. Tout ce que j'ai expliqué ici, voilà, qui peut postuler. Vous voyez si vous êtes éligible et vous pouvez télécharger ici nos documents. C'est très, très important. Vous avez tous les annexes ici. Les annexes 3, justement, dont je faisais mention tout à l'heure, qui expliquent encore plus sur l'éligibilité des coûts. Vous pouvez les télécharger. Voilà, il y a énormément de documents intéressants. L'aide au travail du budget, c'est le fichier Excel que j'ai présenté aussi. Vous pouvez rentrer dedans. Voilà, vous avez énormément de documents et d'informations quand même pour que ce soit assez clair pour vous. Si vous n'y arrivez toujours pas, nous avons une très large équipe pour vous expliquer, pour vous clarifier les points. Ce sera très important que ensemble nous contribuions à ce projet-là. On peut avancer, je pense. Il y a 2 sites, un de Comcachou, un autre de EBF. Donc, de toutes les manières, vous aurez les liens. Voilà le second. Ne soyez pas surpris ici. Au lieu des cajous, vous voyez les animaux. C'est toujours la même chose. On est toujours ensemble. Donc, voilà, c'est pratiquement la même organisation, les mêmes documents. Voilà. Et voilà, comme le dit ma collègue, les présentations seront partagées. Vous aurez les liens et tout ça. Et voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je pense que c'était très agréable et merci pour la personne qui m'a assisté aux présentations. Ça m'a rendu vraiment plus free. Merci. Je ne sais pas, je laisse la parole à notre illustre présentatrice. Aïssa. Thank you. Merci beaucoup, Ike, pour cette présentation avec toutes les informations que tu nous as données.
sur les accords de mise en œuvre, les contributions, les coûts éligibles et tout. Et puis, on trouve aussi les documents. On a demandé à ce que chacun des participants puisse se présenter dans le chat, mettre le nom, entreprise, ainsi que le pays. On a vu quelques-uns qui l'ont fait. On invite à ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard s'ils peuvent se présenter dans le chat. Et je vais parcourir un peu les questions dans le chat. Je n'ai pas trouvé vraiment, à part la question de savoir où on pouvait trouver le PowerPoint. Ça a été répondu. Vous pouvez trouver les PowerPoints sur nos différents sites. Vous avez le site de Mauve comme Cachot et le site de ABF. Et ces deux sites sont vraiment complets, comme on le dit, en termes d'information, en termes de présentation. Mais nous restons disponibles si vous avez des questions aussi supplémentaires. Sur ce, je pense que la présentation de M. Hack est terminée, mais on aimerait donner la parole aux différents participants aussi. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever la main et puis on vous passera la parole. Merci. Je ne vois aucune main levée pour l'instant. Merci. Je vois la main de M. Konevali de la NADER. Je vous passe la parole. Okay. Bonjour à tous. Merci à notre présentateur pour le rendu qui était très brillant. Vous savez, nous sommes de la NADER, nous ne sommes pas une entreprise, je veux dire, à vocation production de revenus. Nous sommes plutôt une entreprise étatique qui accompagne les producteurs et généralement, c'est les bailleurs qui nous accompagnent dans notre tâche régalienne. Ce qui m'inquiète un peu, comment nous, on pourrait s'associer à un privé ou pour former le consortium. Chez nous, généralement, on a une grande entreprise qui couvre toute la région, donc on essaie tout le temps, on a tous les moyens, le dispositif pour accompagner les producteurs. Mais le fait d'être forcément en consortium, c'est ce qui nous fatigue. Est-ce qu'on pourrait nous laisser partir seuls en tant qu'entreprise nationale de vulgarisation auprès des producteurs dans le cadre de ce fonds? Merci. Raissa, ton micro est coupé. Merci, merci, M. Valli. On va prendre la prochaine question et après, on va donner l'opportunité à M. Hack de vous répondre. Je prends donc la question de M. Diata. M. Diata, allez-y, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. En fait, Madame Sané, votre micro est ouvert, vous pouvez le fermer, merci. Alors, c'est juste pour remercier vraiment les présentateurs et principalement le présentateur qui a donné des informations très pertinentes sur le processus de soumission, mais également de mise en œuvre des projets, les critères, ce qu'il faut respecter. Bon, maintenant, je pense que ce n'est pas une question, hein, une petite suggestion, ou bien peut-être une meilleure compréhension de ma part. C'est pas très facile, hein, c'est un peu compliqué même, tout ce qu'il nous a présenté. Et je pense qu'il faudrait un suivi, un accompagnement de sa part tout au long de ce projet-là, les projets qui seront sélectionnés, la mise en œuvre de ces projets-là. Je pense que c'est très important pour que ceux qui seront donc élus puissent dérouler convenablement les activités liées à cet appel-là. C'était tout juste ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diata, pour votre intervention. Hack, je pense que j'aimerais te passer la parole pour répondre à M. Valli et ensuite on va passer aux questions dans le chat s'il n'y a pas de questions à l'oral. Merci beaucoup, Raissa. Merci pour les questions. Par rapport à la NADER, effectivement, c'était
une discussion. Souvent, ce que nous recommandons pour ce genre d'organisation, justement, c'est de venir avec une structure privée comme membre du consortium, mais je comprends d'après l'intervention du partenaire qu'il souhaitait aller seul. Le seul risque, moi, je vous inviterai à appliquer de toutes les manières, même si je souhaiterais quand même, je préférerais que ce soit avec un privé, mais le seul risque, c'est que les critères risqueraient de vous désavantager parce que les critères ont été un peu ont été mis en place suivant les organisations privées. Ça veut dire vous risquez d'être désavantagé, mais justement, on a un comité d'experts justement qui va prendre en compte, en plus de cela, éventuellement, d'autres critères de qualité de projet, voilà, de durabilité du projet. Voilà, nous avons des conditions et moi, je vous inviterai à postuler, mais si vous pouvez venir avec un privé en tant que lead applicant, ce serait parfait. Mais si vous ne souhaitez pas, vous avez vos raisons, on ne va pas vous obliger à cela, mais je crains que justement dans les critères, ça ne vous arrange pas. Mais je préfère dire simplement que le comité d'experts décidera de la pertinence du projet et peut-être éventuellement d'en discuter aussi avec nos bailleurs pour peut-être des exceptions. Mais vous rentrez dans une phase d'exception qui ne garantit pas le projet malheureusement. Merci beaucoup. Merci. Madame Sani, votre micro est encore ouvert. Merci. Alors, Monsieur Hack, on a une autre question dans le chat que Monsieur Gouba, Madame Gouba Salimatou, qui aimerait savoir les équipements existants qui entrent dans le cadre du projet peuvent être considérés comme une contribution en nature. Oui, ces équipements peuvent être considérés comme une contribution en nature, mais doivent faire objet d'une évaluation à travers la méthode d'amortissement, justement de la valeur comptable d'amortissement. Je pense que si vous en parlez à vos comptables, ils savent de quoi il s'agit. Et cette valeur comptable est la valeur qui va servir maintenant pour estimer quelle est la part qui sera comptabilisée. Ben oui, ça peut être fait. Ça demande des méthodes d'estimation assez précises qui sont clarifiées dans nos guides que vous allez lire. Mais n'hésitez pas à nous revenir si vous ne comprenez pas. Mais oui, ça peut être considéré comme contribution en nature. Super, merci beaucoup, Anne. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat, à moins que je n'ai loupé. J'aimerais essayer de demander encore aux participants si vous avez d'autres questions, vous avez besoin de clarification. Je répète, c'est notre expert aujourd'hui qui est là, donc il pourra répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est le moment de prendre avantage de cette présentation et de sa présence. Je ne vois toujours pas. Madame Sani, votre micro est ouvert. Je ne sais pas si c'est pour poser une question ou une manipulation encore. Oui, Madame Sani. Madame Sani, bonjour, oui. C'est-à-dire, j'ai suivi, mais le problème est que c'est un peu compliqué pour nous, pour mieux comprendre. Maintenant, je ne sais pas où passer pour avoir quelqu'un à nos côtés pour pouvoir postuler et remplir toutes ces questions-là. D'accord, Madame Sani, comme Monsieur Hack l'a expliqué, et puis j'ai essayé d'expliquer aussi au début de la session, on a eu plusieurs différentes sessions, que ce soit celle-là et des sessions précédentes, avec le maximum d'informations. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ces sessions et même ceux qui ont suivi, qui ont toujours des questions, on vous invite à partir sur nos différents sites. Nous avons mis les liens dans le chat. Donc, si vous parcourez le chat actuellement, vous allez voir deux liens. Il y a le lien de MAUVE pour le secteur du cajou, mais on a aussi le lien de ABF pour les autres chaînes de valeur comme le maïs, cacao, bovin et caprin. Donc, je reprendrai en disant, visitez nos sites. Vous allez voir nos présentations là-bas. Il y a même une session de questions-réponses aussi là-bas. Et il y a vraiment tous les formulaires. Vous y allez, vous essayez de parcourir. Et si vous avez des questions après ça aussi, vous pouvez toujours revenir vers nous. Oh non, moi, c'est sur le Kajou. D'accord, je vais essayer de rentrer dans le site, comme vous l'avez expliqué là. Madame, pour le Kajou, le site, c'est Mauve. Et comme je l'ai dit, ça y est dans le chat aussi. On va remettre encore le lien pour vous faciliter. Il y a Madame Anya qui vient juste de reposter une troisième fois le lien. Merci Anya pour ton assistance. Donc, vous pouvez cliquer sur Mauve
pour les informations du cas. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Kabala. Madame Sania, vous pouvez fermer votre micro maintenant si vous avez plus de questions, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Alors, je vois une main levée de M. Patrick. Monsieur Patrick, je vous passe la parole. Il y a 3 mains levées. Ok, merci. J'ai essayé d'écrire dans le chat, ça n'a pas passé. C'est pourquoi je voulais passer par la voie immédiate pour poser ma question. Merci pour la présentation. Entre-temps, merci aussi pour cette opportunité. Et nous, par exemple, nous sommes un centre de formation agricole. Nous travaillons avec des jeunes, nous travaillons avec les producteurs et productrices dans le domaine du soja arachide et nous travaillons aussi sur d'autres spéculations. Nous voulons voir si nous voulons présenter postuler. Est-ce que les groupes là, est-ce qu'on peut les mettre comme bénéficiaires ou bien on les met comme consortium? Souvent, si on les met membres consortium, ça veut dire qu'ils doivent avoir forcément des récépissés ou des reconnaissances, alors que ce n'est pas tous qui ont les reconnaissances. Donc, c'est ce que je voulais avoir comme lumière sur cette catégorie de personnes. Merci. Merci, M. Patrick. Je pense que vous avez automatiquement répondu à la question. Ça allait être ma question aussi. Est-ce que ces organisations sont légalement reconnues, ont les documents au niveau sur le plan national qui permet de les retenir comme des organisations justement intervenant dans le secteur? Parce que ce que vous devrez peut-être savoir, avant tout financement, même si vous êtes retenu, nous faisons ce qu'on appelle l'évaluation de la capacité managériale à tout le consortium. Cela voudrait dire, bien sûr, on a un focus sur le lead, mais on vérifie s'il n'y a pas éventuellement de risque à ce que ce lead-là fasse un consortium avec d'autres. S'ils n'ont pas des documents légaux leur permettant d'être reconnus comme institution, je vous recommanderais de ne pas les mettre dans les consortiums. Et voilà, comme vous avez dit, vous pouvez les faire comme bénéficiaires, parce que déjà, quand tu es membre du consortium, tu as une responsabilité et tu as une contribution automatiquement. Et si vous regardez le fichier d'aide au travail du budget, il y a la partie de chaque membre du consortium qui doit être précisée, sa contribution. Donc, ces organisations, je les vois plus peut-être comme bénéficiaires. Vous savez mieux que moi ce qu'ils jouent comme rôle. Mais voilà, c'est exactement, vous avez chaque membre du consortium, vous avez le chef de file en premier et les autres. Donc, s'ils n'ont même pas de papier, ça veut dire qu'ils n'ont pas une personnalité morale distincte. Et même s'il y a quelque chose, ils ne peuvent pas prendre de responsabilité d'engagement avec nous. Donc, voilà la réponse que je peux vous donner par rapport à ça. Merci. Si merci. C'est clair pour vous. Merci. C'est bon, c'est clair pour moi. Merci. Merci. Ton micro, Ressa? Merci, Anya. Je disais merci beaucoup, Hack. Et je vois dans le chat qu'on a aussi un de nos experts collègues, M. Abo, qui a partagé des liens de YouTube où vous pouvez aussi avoir accès à nos différents webinaires que nous avons déjà eus. Donc, une fois de plus, on vous encourage à aller regarder tous ces liens. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours revenir encore vers nous. Je ne vois plus de questions dans le chat. Je ne vois pas non plus de mail levé à Anya. Donc, Anya, je te passe la parole. Merci beaucoup. C'est seulement un petit rappel pour tout le monde. Il y a encore 2 autres webinaires sur le genre et le changement climat qui viendra la semaine prochaine. Alors, c'est super si vous pouvez y aller. Et si vous êtes intéressé, c'est donne encore une fois des idées pour les projets et tout ça. Alors, on est très content de vous y voir la semaine prochaine aussi. Et merci beaucoup encore une fois à Hack et à toi, Raissa, pour cette présentation très, très bonne. Merci. Merci beaucoup, Anya. Alors, j'aimerais donner une dernière chance s'il n'y a pas d'autres questions avant qu'on prenne, on mette fin à cette session. Je ne vois pas de questions. Donc, pour rappel, comme Madame Anya vient de le dire, on aura d'autres webinaires
sur d'autres thématiques qui sont très importantes pour le projet. Enfin, dernier rappel encore pour vous dire que nos websites sont disponibles et ont vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Donc, on vous encourage à les visiter. On vous encourage à participer au webinaire et bien sûr, on vous encourage à postuler. On a des exemples aussi de projets qui ont pu bénéficier de ces fonds l'année dernière. Vous pouvez essayer d'avoir des exemples aussi sur nos différents sites. Sur ce, s'il n'y a plus de questions, j'aimerais mettre fin à cette présentation et cette session. Alors, je remercie M. Hack, notre présentateur, notre expert, tous les collègues qui ont pu être là et vraiment tous les participants qui ont été présents. Et on s'est dit à très bientôt. On a aussi la même session en anglais qui va se faire ce soir. Donc, pour ceux qui aimeraient écouter aussi la version anglaise à 14 h aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous êtes encouragés à venir écouter encore et à poser des questions. Merci à vous et bonne journée, bon vendredi et bon week-end. Merci, au revoir. Ça nous fait plaisir, vraiment. Merci. Merci Merci. beaucoup. On apprend beaucoup. Au revoir.